Très heureux d'être avec vous ce soir, même voilà, de manière virtuelle. Alors, je crois que je peux mettre ma présentation en plein écran. Là, je ne sais pas comment ça apparaît chez vous. C'est peut-être juste chez moi. Bon, donc oui, on va juste pour nous présenter très rapidement. Donc moi, je suis Germain Meulemans. Donc je suis anthropologue de l'environnement au laboratoire Pacte à Grenoble, à l'université de Grenoble. Donc c'est un laboratoire qui rassemble des chercheurs de toutes disciplines de sciences humaines travaillant sur des questions environnementales. Et moi, je travaille sur la manière dont les liens matériels et symboliques au sol, et singulièrement au sol urbain, ça tombe bien, dont ces liens varient culturellement, socialement et historiquement. Et Anna Cristina Torres, donc, qui intervient avec moi aujourd'hui, est socio-écologue. Elle est maîtresse de conférences à l'université Paris-Est Créteil. Elle est aussi enseignante à l'école d'urbanisme de Paris, chercheuse au Lab Urba, et elle réalise des recherches sur la manière dont les habitants des villes entretiennent des liens individuels et collectifs à l'environnement. Alors en fait, Anna, Christina et moi, on travaille ensemble sur un projet qui s'appelle Hip Hop, dont Anna dira un mot tout à l'heure quand elle prendra la main. Mais c'est un projet donc qui regroupe des chercheurs en sciences humaines, en sciences des sols et 6 associations de jardinage urbain en Seine-Saint-Denis pour expérimenter, échanger autour de bonnes pratiques vis-à-vis de la gestion de questions de pollution des sols. Donc dans un département qui cumule inégalités sociales et environnementales et où ces questions de pollution sont exacerbées du fait du passé industriel. Donc un projet qui a quelques liens avec le projet Sol en Vie également. Ah tiens, alors comment est-ce que je passe au slide suivant? Ah, peut-être que j'ai pas la main en fait. C'est ça, je suis pas présentateur. Voilà, maintenant ça devrait fonctionner. Voilà. Donc ce dont on va parler, ce dont on voulait parler avec vous ce soir, eh bien, ce qu'on souhaitait faire, c'était aborder la question du sol urbain sous l'angle social et culturel. Et pour introduire cette question, ben, on voulait vous montrer d'abord cette carte que vous connaissez peut-être, qui est une carte des sols de France, tout à fait classique. Celle-ci a été établie en 1998 par l'INRA. Et ce que vous voyez sur cette carte, c'est qu'il y a une zone grise à l'endroit des sols urbains. Et vous voyez, on a encadré la zone, dans la légende, donc ce que représente cette zone grise, eh bien ce sont alors les glaciers et les lacs, mais aussi les villes, donc qui sont quelque part, qui sont repris dans cette catégorie de non-sol. Et ce que ça illustre, c'est du fait que pendant longtemps, c'est en train de changer aujourd'hui, mais pendant longtemps, l'urbain est resté un impensé, un hors-champ en fait des sciences du sol. Et dans le même temps, deuxième image, celle-ci représente donc c'est un plan de ville du XVIIIe siècle, mais finalement assez représentatif de choses qu'on peut encore voir aujourd'hui, qui illustre ce qu'est le sol urbain plutôt chez les spécialistes de la ville, de l'urbain, qui est là aussi un espace bidimensionnel, sans épaisseur, sans profondeur. C'est juste l'espace entre les choses. Donc là aussi quelque chose qui est pas très problématisé, quoi, de manière générale. Or, aujourd'hui, bah, comme vous le savez, dans ce projet, on a un regain d'attention pour le sol en milieu urbain, que ce soit sous l'angle des questions de jardinage, sous celui de débats autour de l'artificialisation, de la désimperméabilisation de ces sols urbains, sous l'angle de plus en plus adopté par certaines collectivités de l'établissement de trames vertes et brunes, donc les trames brunes étant ces corridors écologiques dédiés spécifiquement à la faune du sol. Ça peut aussi être sous l'angle des pollutions, etc., etc. Donc l'idée ici qu'on va essayer de soutenir, c'est que ces discussions vont au-delà de simples questions techniques. Elles interrogent la manière dont on fait la ville, dont on habite en ville. Ce sont là donc pour nous des questions qui sont aussi d'ordre culturel, politique et on pourrait même dire philosophique. Donc alors que le sol est encore plutôt associé encore aujourd'hui au monde rural, à l'agriculture, au labour, on va ici se poser la question de ce que pourrait être une définition ou une compréhension urbaine du sol. Alors, juste deux mots sur donc l'organisation de cette présentation. Donc, je commencerai par un point historique en deux temps. D'abord, je vais aborder la question de comment cette coupure, cette rupture entre sol et ville que montrent ces deux images qu'on vient de voir, s'est opérée historiquement, puisqu'on peut la replacer dans un contexte historique, elle n'est pas naturelle. Pourquoi on en est venu à penser sol et ville comme des choses antagonistes à partir, en tout cas, moi je vais prendre ce cadrage temporel à partir du 19e siècle. Et puis, dans une
deuxième partie de ma partie, je vais essayer de montrer que même dans cette époque de séparation entre sol et ville, où les villes, on peut le dire, deviennent de plus en plus hors sol, eh ben, on trouve de nombreuses propositions pour renouer ces liens entre sol et ville. Il y a bien sûr les différents courants de jardinage urbain, hein, des jardins ouvriers au guérilla gardening, mais ici, je vais plutôt me concentrer sur comment des urbanistes, des architectes, des écologues ont cherché à retisser des liens symboliques et matériels, on pourrait dire métaboliques, entre la ville et le sol. Puis dans une deuxième partie, Anna Christina évoquera ses recherches récentes qu'elle a menées dans des jardins collectifs en Île-de-France et elle présentera des résultats qui permettent d'aborder quelques-uns de ces enjeux, des enjeux contemporains, des liens entre ces jardiniers et les sols urbains qu'ils cultivent et avec lesquels ils vivent. Voilà, donc euh, première partie, donc cette coupure entre ville et sol, elle a une histoire et c'est par là qu'on voulait commencer, parce qu'il est important de comprendre ce qui s'est joué à l'époque moderne ou industrielle, donc à partir du 19e siècle. Alors pour ça, on peut se tourner vers les écrits de toute une série d'historiens du fait urbain qui ont étudié notamment les rapports au sol ou aux matières ou encore aux déchets hein, dans la ville disons pré-industrielle et qui montrent que jusqu'au 19e siècle, finalement, les sols urbains n'étaient pas clairement séparés du reste comme ils le sont devenus par la suite. Donc à l'époque, jusque donc au 19e siècle, on extrait, et ça s'est prolongé plus tard à certains endroits, on extrait des matériaux d'abord du sous-sol urbain, hein, on a des carrières souterraines dans de nombreuses villes, c'est le calcaire grossier et le gypse qui est extrait à Paris, ailleurs ça peut être le charbon, mais on a aussi des pratiques extractives en surface, sur les sols de surface, en particulier celles qui concernent ce qu'on a appelé le fumier de ville ou le night soil en anglais, le sol de nuit. Donc ça dit bien ce que c'est le fumier, les excréments des chevaux, des animaux, mais aussi des citadins qui sont mélangés aux résidus alimentaires et qui sont collectés ou raclés hein, en fonction des situations pour fertiliser les champs. Donc, ce que vous voyez à l'image ici, c'est une illustration donc de maraîchers qui venaient vendre leurs légumes au centre des bourgs ou des villes et qui repartaient avec une charrette pleine de ce fumier donc pour fertiliser les champs. On a de très nombreux exemples de ça autour dans ce qu'on appelait alors la ceinture maraîchère de Paris, hein, notamment en Seine-Saint-Denis, mais aussi autour de Londres, sur la plaine d'Heathrow, qui est devenue un aéroport bien plus tard, où les champs, où les parcelles ont longtemps été fertilisées donc de cette manière. Alors, ce que montrent ces historiens, et je vous ai mis là une référence aux travaux de Sabine Barle, qui est une référence là-dessus en France, c'est que les matières fertiles et les processus de sédimentation, de pourrissement, de dissolution, d'infiltration, en fait, toute cette vitalité des sols urbains et des matières qui les composent, à l'époque, eh bien, il y a des mises à contribution. Il y a toute une économie qui les met en jeu et qui dépend d'eux. Mais au 19e siècle, on voit donc émerger la révolution urbaine, la révolution industrielle, l'urbanisation qui l'accompagne, qui vont, en tout cas en Europe, radicalement transformer les pratiques de production et de consommation alimentaire, les rapports à l'hygiène, à la nature, à l'espace, et qui vont par là aussi transformer les rapports au sol et les rapports donc entre sol et ville. Donc la ville moderne, eh bien, elle va généraliser l'externalisation de ces déchets, de ces excréments, en lien avec de nouvelles représentations et de nouvelles pratiques, mais aussi de nouvelles infrastructures relatives à l'ordre et à la propreté. Et on peut citer, bien entendu, le développement de systèmes d'égouts. Hein, d'abord, un premier réseau unifié à grande échelle qui apparaît à Londres dans les années 1860. Et en France, on peut aussi penser aux arrêtés du préfet Poubelle dans les années 1880 qui oblige donc les propriétaires d'immeubles à mettre à disposition de leurs locataires des récipients communs munis d'un couvercle d'une capacité suffisante pour contenir les déchets ménagers qui pouvaient donc être collectés facilement et éliminés. Et c'est bien sûr le système des poubelles que vous avez tous chez vous. Donc, ces pratiques ont profondément réorganisé les pratiques domestiques de nettoyage, d'économie des matériaux, en transformant en fait tout matériau pris en charge par ces systèmes en déchets génériques. Et c'est là donc le geste que Sabine Barre désigne par l'invention des déchets urbains. L'une des conséquences de tout cela, bien entendu, c'est que ces déchets, notamment les excréments, les matières organiques, ne sont plus ramenés vers les terres agricoles. Et dans le même temps, on pousse les animaux et les activités agricoles hors des villes. Ils deviennent perçus comme un désordre. Dans le monde agricole, on assiste à des transformations profondes dans le même temps qui vont vraiment se poursuivre surtout au XXe siècle, avec le développement d'abord de nouveaux moyens de transport, hein, le train d'abord, qui permettent à la nourriture de venir de plus en plus loin, puis l'importation et la production industrielle d'engrais minéraux qui a permis à l'agriculture de se passer de la matière organique produite notamment dans les villes pour la fertilisation.
On peut aussi mentionner, donc dans et autour des villes à la même époque, l'augmentation du prix des terrains à bâtir par rapport au coût des terres agricoles qui va terminer d'évincer l'agriculture des villes. Et donc ce que montre tout cela, c'est qu'il y a une création tout à fait, moderne et conjointe de la notion de déchets, de la séparation entre ville et campagne et de la séparation entre ville et sol. Au XXe siècle, cette rupture va s'accélérer avec, de nouveaux moyens de transport. L'urbanisation qui s'était d'abord étendue le long des chemins de fer, va rentrer dans une autre dimension après-guerre avec le développement de la voiture individuelle et à partir de là, en Occident, l'étalement urbain va s'expliquer moins par la dynamique démographique que par des changements culturels dans les modes de vie de la nouvelle classe moyenne qui privilégie des pavillons monofamiliaux et reposant donc sur une économie basée sur, de plus en plus sur de grands centres commerciaux et logistiques. Et ici en illustration, donc vous avez les fameuses Sears Modern Homes, qui est un symbole donc de ces maisons préfabriquées aux États-Unis, qui colportaient donc le rêve pour la classe moyenne que tout le monde pouvait avoir donc son pavillon avec un jardinet autour. Heu, donc, conséquence de cela, vous savez peut-être que donc depuis 1975, la superficie des terrains bâtis a doublé en Europe, alors que la population, finalement a évolué de manière constante. Donc l'augmentation démographique n'explique pas donc cette augmentation de l'artificialisation, ce qui peut être comparé avec ce qui se passe sur d'autres continents. Donc par exemple en Afrique, la superficie des terrains bâtis a quadruplé, mais la population, elle, a triplé également. Donc en Europe, c'est pas, on peut pas faire ce lien explicatif. Vous savez aussi que depuis 2015, près de 52% de la population mondiale vit dans les centres urbains, 33% dans les petites villes et les banlieues, et seulement 15% dans les zones dites rurales. Et donc ça signifie que la majorité des humains urbains font désormais rarement l'expérience des champs, des forêts, où les pédologues localisent ce qu'ils appellent des sols. Donc, pour conclure ce premier point, le fait qu'il n'y a pas de sol en ville ou qu'on ne les perçoive pas est le résultat d'un processus historique où s'entremêlent des questions alimentaires, hein, donc autour de l'importation de nourriture, la question de l'évacuation aussi des excréments et des matières organiques, autour de ces questions hygiénistes ou médicales, la question aussi de l'évacuation des déchets, et puis aussi d'autres questions sociales et culturelles relatives aux représentations de l'ordre, de la propreté et aux notions émergentes de confort matériel, notamment celles qui sont associées à la classe moyenne qui émerge après-guerre. Donc c'est dire si interroger le rapport entre sol et ville permet de traverser toute l'histoire de cette modernité urbaine. Et pour résumer ça, on voulait évoquer le travail d'un géographe américain qui s'appelle Nathan McClintock, qui a une vision intéressante là-dessus. Il parle d'une triple rupture qui se joue donc au cours de ces 150 ans. D'abord, une coupure biophysique entre ville et leur hinterland, enfin, on va dire les campagnes nourricières, donc, puisque le cycle des nutriments est coupé de par cette dissociation entre production et consommation de nourriture et externalisation du cycle des déchets. Elle se double d'une rupture sociale avec la spécialisation sociale et économique croissante de la production de nourriture, donc dans laquelle producteurs et consommateurs ne font plus communauté, sont de plus en plus des publics distincts. Et Nathan McClintock, c'est un point très intéressant, parle aussi d'une rupture individuelle, et là il fait référence plutôt à la perception de soi chez les urbains comme extérieure à la nature, en faisant référence donc au fait que la majorité des humains, de plus en plus, fait de moins en moins rarement fait de moins en moins l'expérience des champs et des forêts où se trouvent les sols, la fertilité, ou en tout cas ce qu'on se représente comme tel. C'est une grille de lecture assez intéressante pour comprendre ces rapports Solvig comme quelque chose qui est construit historiquement et qui peut aussi être défait. Et c'est ce que je veux évoquer donc dans cette deuxième partie, donc où je vais parler de retour à la terre, et où je veux mentionner que dès le 19e siècle, en même temps que cette urbanisation se met en place, on va trouver des critiques et des propositions alternatives qui vont émerger et qui ne prônent pas juste un retour à la terre, en fait, comme si c'était un retour à une situation ancienne, précédant l'urbanisation, mais vont proposer plutôt de repenser la forme urbaine
à partir et avec les sols. Donc, c'est peut-être, on pourrait voir là une sorte de proposition ancienne, enfin, ou un ensemble de propositions anciennes pour déconfiner les sols, hein, pour reprendre le titre donc de ce cycle de séminaire. Alors, ces propositions, ça va être d'abord toute une série de critiques de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'artificialisation, qu'on trouve, ça va d'Élisée Reclus, géographe donc français au 19e siècle, jusqu'à Louis Mumford, géographe anglais, américain, au 20e siècle, qui vont mettre en avant le fait que par l'étalement urbain, les villes détruisent leur hinterland nourricier. Donc ils expliquent que notamment Mumford, que les villes étaient souvent établies sur des plaines fertiles d'où elles tiraient leur subsistance. Comme commençaient à le montrer de plus en plus des archéologues, eh bien c'était la production d'excédents alimentaires à partir de ces sols fertiles qui avait favorisé l'émergence des premières civilisations urbaines. Et donc ils attirent l'attention sur le fait que maintenant que les villes s'étendent, eh bien ce sont souvent les mêmes sols, ces mêmes sols très fertiles dont elles ont tiré leur succès que les villes détruisent. Heu, D'autre part, on va trouver, toute une série de critiques, sur lesquelles dont je vais parler un petit peu plus, qui portent plutôt sur les systèmes d'égouts et sur le choix, donc de l'externalisation, du cycle des matières organiques et des boues urbaines. Sur le fait donc que on va trouver par exemple des chimistes comme Justus von Liebig, donc grand chimiste très en vue, très lu au 19e siècle, qui va critiquer, enfin qui va dénoncer le fait que les boues urbaines soient diluées dans les rivières ou dans la mer où se déversent les eaux usées. Il va dénoncer cela comme un gaspillage honteux de nutriments qui pour lui devraient être retournés à la terre. Donc ces critiques, elles sont ancrées dans une vision holistique, ou on dirait aujourd'hui écologique, du cycle des nutriments. Elles s'inspiraient de travaux de chimistes ou des premiers pédologues qui étaient très lus, très discutés à l'époque, comme par exemple Raoul Franze, donc qui lui était un microbiologiste austro-hongrois, et qui est l'auteur du schéma de cette boucle vitale des nutriments qu'on vous montre à l'écran. Et sous ces diverses influences, dès le 19e siècle, certaines villes vont commencer à organiser un retour des matières fertiles à la terre en rachetant des terrains peu fertiles dans leur périphérie. On a par exemple l'exemple de Berlin, hein, qui construit au 19e siècle des systèmes de canaux pour l'épandage des boues urbaines. Et on peut aussi penser à des systèmes similaires autour de Paris, notamment sur les plaines sablonneuses, où on a cherché à permettre à l'agriculture donc de s'implanter. Euh, Alors certains urbanistes et paysagistes vont même aller plus loin que ça en proposant de réintégrer les pratiques de compostage des excréments et de fertilisation des sols au cœur même de la vie urbaine. Et un très bon exemple de ça a été établi récemment par l'historien David Haney, qui a pris l'exemple de l'architecte paysagiste allemand Lebrecht Migge, qui proposait de reconstruire des liens organiques entre les sols et les villes et considérait la gestion des sols urbains et des matières organiques comme une priorité de la gouvernance urbaine. Donc dans les projets de quartiers résidentiels et de villes que Migue dessinait, eh bien, elle cherchait à permettre aux plus défavorisés d'avoir leur propre maison, d'avoir un potager, de mener une existence saine et d'atteindre une plus grande indépendance alimentaire et économique grâce notamment au jardinage. Dans le même temps, Mig était un fervent défenseur de la réutilisation des déchets dans ses potagers et il envisageait des composteurs collectifs autour desquels s'organiserait la vie sociale et le plan de la ville lui-même. Donc, du même ordre qu'un gymnase ou des bains publics, eh bien, les villes dessinées par Mig sont dotées d'un composteur municipal. Comme le soutient donc David Haney, pour Mig et pour d'autres urbanistes de son époque, le retour des excréments au sol n'était pas seulement une question technique, mais vraiment une question philosophique, celle de recréer le lien entre les déchets et la consommation dans une compréhension holistique du monde où les humains et le sol étaient liés par des flux élémentaires qui les traversent et qui les maintiennent tous deux en vie. Ces représentations et ces expérimentations vont être durablement invisibilisées et même décrédibilisées après la guerre. Si on lit la charte d'Athènes du Corbusier, qui est donc l'un des manifestes les plus influents de la planification moderniste d'après-guerre, eh bien, la charte d'Athènes recommande d'assécher la ville en recouvrant les canaux, en endiguant les rivières, en drainant les marais, en imperméabilisant les sols, en enterrant le cycle de l'eau et en créant des espaces verts bien délimités, donc les parcs et jardins. Et ça témoigne donc du triomphe d'une pensée de la ville sèche, abiotique, sans décomposition, sans sol, sauf comme support des parcs. Et donc ces expériences de retour à la terre des matières organiques vont, à cette époque, apparaître rétrogrades et vont largement être abandonnées.
Alors finalement, il va falloir attendre les années 70 pour qu'on se remette à parler, des sols, dans la pensée de la ville, mais, sous un autre angle qui est celui, cette fois donc, des pollutions. Ces considérations donc autour de la pollution des sols, elles apparaissent à un moment où les pays riches du Nord subissent une vague de désindustrialisation. Les friches industrielles, avec leurs sols pollués et leurs plantes rurales deviennent un paysage courant, dans de nombreuses villes. Et c'est une époque qui va être marquée par une série de scandales sanitaires. Et on cite souvent l'exemple du scandale de Love Canal aux États-Unis, donc qui est une ville dans l'État de New York, où de nombreux cancers, de nombreuses fausses couches sont survenus dans une communauté qui vivait dans un quartier où le sol était fortement pollué par d'anciennes activités industrielles. Ce scandale a durablement marqué la perception des sols et a conduit à la création des politiques d'inventaire et de gestion des sols pollués aux États-Unis et puis plus tard en Europe. Mais dans le grand public et dans le monde des aménageurs, ces scandales ont contribué à prolonger sous une forme nouvelle des représentations des sols urbains comme des milieux sales, dangereux, comme quelque chose qui n'a pas sa place en ville, qui avait été popularisé par l'hygiénisme du 19e siècle, donc elles vont renouveler. Alors, à partir du début du XXIe siècle, on voit émerger donc de nouveaux cadrages qui vont au-delà de ces questions de pollution, qui sont à replacer dans le contexte d'une attention plus large pour les sols, qui vont pas seulement les sols urbains, donc de plus en plus vus comme des ressources renouvelables. Alors, en fait, ce cadrage n'est pas vraiment nouveau. On a des cycles d'attention pour les sols dans l'histoire, des cycles d'attention sociétale larges, pas seulement scientifiques. On peut mentionner l'époque du Dust Bowl américain dans les années 30, où de nombreux journalistes, auteurs divers vont parler des sols et du problème des relations au sol, des relations industrielles et agricoles et humaines au sol. On peut aussi parler donc des débats autour de la désertification dans les années 70 et 80, mais la manière dont ces débats réémergent à partir du début des années 2000 va être lié à des préoccupations nouvelles telles que le changement climatique. Le GIEC a publié très récemment un rapport qui pose spécifiquement la question donc des sols et du stock de carbone associé qui est perdu quand ceux-ci sont détruits ou artificialisés. L'IPBES, qui est, on pourrait dire, le GIEC de la biodiversité terrestre, a lui aussi publié récemment un rapport donc sur les sols. On peut mentionner aussi le succès d'opérations de vulgarisation menées par la FAO et l'Union internationale des sciences des sols, notamment avec l'année internationale des sols en 2015, puis la décennie internationale des sols, qui prolonge donc cette initiative. Et parmi donc ces préoccupations très larges sur les rapports contemporains au sol, eh bien, les rapports Solville vont être réinterrogés, notamment à travers les discours actuels sur l'artificialisation, appelant à sauver les terres agricoles ou à les patrimonialiser ou même les sanctuariser face à la menace que représente l'étalement des villes. Alors, ces discours sur l'artificialisation, on peut avoir l'impression qu'ils visent principalement les sols ruraux, mais ils émanent en grande partie des villes où l'éloignement croissant des zones de production fait craindre à certains des problèmes si l'économie ne peut plus compter sur les ressources fossiles pour faire venir donc des aliments parfois très loin. C'est dans ce contexte aussi que les sciences du sol, longtemps relativement désintéressées de l'urbain, vont se mettre à produire de nouvelles catégories pour décrire donc ces sols urbains. Alors il y avait déjà la catégorie d'anthrosol, mais qui décrivait ou anthroposol dans le référentiel français, qui décrit donc des sols fortement influencés par des pratiques humaines, mais plutôt par des pratiques agricoles telles que l'irrigation. À partir de 2006, dans le référentiel international des sols de la FAO, donc qui est utilisé par des chercheurs en sciences des sols dans le monde entier, bien, on voit apparaître la notion de technosol, qui elle est vraiment nouvelle, et qui décrit donc des sols qui contiennent plus de 20% d'artefacts dans le premier mètre, où il y a d'autres critères, mais donc ces artefacts, ça peut être des scories, des morceaux de briques, des morceaux de béton, de tuyaux, etc. Donc des restes des activités humaines finalement. Et ça décrit bien donc les sols qu'on retrouve en ville. Donc à partir de ce moment-là, de nombreuses recherches vont commencer à se développer sur ces sols urbains pardon, qui sont parfois appelés aussi les SWITMA, donc acronyme pour Soils of Urban Traffic Areas, dont peut-être vous a parlé Anne Blanchard donc dans une précédente conférence du cycle Déconfinons les sols. Et l'objectif donc de ces scientifiques va être de catégoriser, caractériser, de cartographier ces sols urbains pour explorer leur fonctionnement, comment l'eau s'y déplace, comment les racines viennent explorer des morceaux de béton, de plastique, etc.
Et l'illustration que vous avez à l'écran donc est tirée d'une publication de chercheurs français qui vise à établir une typologie ou un gradient basé sur la naturalité de ces sols et leur niveau de perturbation, puisqu'en fonction du contexte urbain et d'occupation, le sol peut avoir partiellement ou complètement perdu ses qualités originales. Donc là, on a bien affaire à des catégories scientifiques cette fois, mais on peut les envisager comme quelque chose, bien sûr, qui n'est pas détaché d'un fait culturel plus large. Alors juste un exemple, je ne sais pas si vous êtes familier de cette question, des technosols, mais on voulait, partager donc, enfin juste mentionner, certains des qualificatifs, vraiment, qui vont vraiment dans le détail, hein, qu'utilisent les pédologues urbains aujourd'hui, pour décrire ces sols. Vous avez par exemple, cette catégorie scientifique du technosol garbic. Garbic, ça vient de garbage en anglais, qui veut dire déchet. Ce que vous voyez à l'écran, là à gauche, le profil, c'est un profil de sol donc, d'une décharge en fait, donc une décharge, ça produit aussi quelque part du sol, du technosol garbique. Autre exemple, vous avez le technosol écranique qui vient de écran. Ça s'écrit avec un K parce que c'est pas écran du français, c'est écran du russe, mais ça veut dire la même chose. Hein. C'est une couche de rochers artificiels, donc en fait de l'asphalte, du béton, des pavés, qui isole le sol des processus, enfin disons du dépôt de matière organique, du cycle des saisons, du climat, etc., et qui donc influence forcément beaucoup sa pédogenèse, son évolution. Depuis une vingtaine d'années, on a aussi, on assiste aussi au fait que de nombreux acteurs de la planification urbaine et territoriale, cette fois, vont de plus en plus s'intéresser eux aussi au sol urbain, cette fois sous l'angle souvent des services écosystémiques que ces sols peuvent rendre, donc encore un autre cadrage. Et ces nouvelles représentations du sol s'inscrivent dans le développement d'un urbanisme vert qui s'intéresse à la nature en ville et à l'idée que cette nature urbaine, ces sols urbains peuvent prendre en charge des fonctions traditionnellement assurées par des infrastructures grises en béton, donc les tuyaux, hein, si on veut, des ingénieurs hydrauliques. Donc parmi ces nouvelles fonctions que les sols urbains sont censés remplir, figurent l'infiltration et la rétention des eaux de pluie, qui donc réduit les risques d'inondation et de surcharge des systèmes de traitement des eaux, mais aussi l'atténuation de l'effet d'îlots de chaleur urbain, le stockage du carbone atmosphérique, le soutien de la biodiversité urbaine avec cette idée de trame brune, biodiversité urbaine qui est une notion qui vraiment devient importante dans le vocabulaire des aménageurs au tournant des années 90. Donc avec ces nouveaux cadrages, on n'est plus tant dans cette approche holistique de bouclage des cycles de transformation des éléments que je mentionnais juste avant, mais plutôt dans une approche fonctionnaliste, hein, qui met vraiment les fonctions des sols au centre, d'inspiration économique aussi, avec des pratiques liées donc d'évaluation de l'efficacité des sols en fonction de ces objectifs de gestion. Et ça, c'est actuellement en plein développement dans les villes françaises et occidentales. Donc, après ce tour d'horizon des différentes manières dont les sols urbains ont été approchés, traduits, ont été insérés dans des discours et des pratiques plus larges relatifs à la manière dont on construit la ville et ses relations avec les autres territoires, je passe la parole à Anna Christina qui va poursuivre cette analyse des différentes cultures du sol urbain à partir d'exemples contemporains qu'elle a eu l'occasion d'étudier dans ses travaux récents. Donc, à toi, Anna Christina. Merci Germain et bonjour à tous. Et comme Germain vient de mentionner, je vais maintenant vous parler des rapports contemporains au sol à travers différentes études que nous avons réalisées dans les jardins partagés franciliens depuis 2014. Et donc, avant de commencer, rapidement, une petite point pour bien illustrer à quoi je fais référence quand je parle des jardins partagés. Donc, les jardins partagés français sont nés à la fin des années 90, inspirés des jardins communautaires des États d'Amérique du Nord. Et par rapport à des formes plus anciennes, et comme les jardins ouvriers rebaptisés récemment comme des jardins familiaux, ces jardins, les jardins partagés, ont pour vocation de recréer des liens sociaux. Alors, les acteurs à l'origine du développement de ces jardins partagés et français et ont vraiment souligné l'intérêt de créer et de favoriser les liens sociaux par le travail de la terre. Et ces jardins sont très hétérogènes et c'est un peu pour ces raisons que je vous ai mis ces deux photos qui sont sur l'écran et avec cette idée vraiment d'illustrer leurs formes variées. Et cette hétérogénéité des jardins, elle est d'une part liée à leur forme, mais aussi à sa gestion, à la manière de s'organiser et entre
pour citer certains aspects. Vous pouvez observer, par exemple, à votre gauche, et je ne sais pas si vous voyez la main quand je les bouge. Oui. Okay. Donc, ici, vous pouvez observer, par exemple, un jardin qui est installé sur un terrain, sur un ancien quai d'une ancienne ligne de train. Il s'agit donc d'un jardin qui est en longueur, avec très peu d'espace pour les cultiver. Donc, les jardiniers, ils ont surtout favorisé une culture sur des bacs. Et aussi, ils ont développé un système de culture en terrasse pour essayer de profiter le plus possible du terrain accessible dans cet jardin. À votre droite, vous pouvez observer un autre jardin, et aussi sur Paris, et qui a été construit dans les terrains dans lequel un hôpital a été démoli. Il s'agit donc d'un jardin dans lequel la terre a été enlevée parce que justement il s'agissait d'une terre qui a été polluée, car au sous-sol de l'hôpital il y avait les radiographies, les services radiographiques. Donc la terre elle était polluée. Donc ils ont dû enlever cette terre, faire un apport d'autres terres, et donc les jardiniers de ces jardins ils peuvent cultiver directement en pleine terre. Et au niveau de l'organisation, il y a aussi une hétérogénéité. Les jardins de votre gauche, par exemple, toutes les parcelles sont collectives. Et par contre, dans les jardins de votre droite, les jardiniers peuvent cultiver soit en parcelles collectives, soit en parcelles individuelles. Et donc là, je m'ai permis de citer quelques exemples pour essayer d'illustrer un peu les caractéristiques que montre l'hétérogénéité de ces jardins. Mais je me permets quand même de dire que malgré cette hétérogénéité, ces jardins partagent quelques aspects en commun. Et comme par exemple, suivant, les jardiniers impliqués dans ces jardins, ils s'engagent par la signature d'une charte ou d'une convention à développer des pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement. C'est une des caractéristiques très présentes dans les jardins partagés. Alors, plusieurs aspects nous semblent être déterminants à l'heure de penser les rapports contemporains au sol. Il me semble que la notion d'habiter les sols les illustre bien. Habiter les sols implique tout d'abord une envie d'avoir un accès à la terre. Comme a été mentionné par Germain, la pression de l'artificialisation des sols en milieu urbain a impliqué que les habitants des villes aient de moins en moins accès au sol. Ils s'investissent donc dans des jardins partagés pour avoir accès à la terre et pouvoir la cultiver. Il ne s'agit pas, dans le cadre des jardins partagés étudiés, de réaliser une production alimentaire importante, mais plutôt de développer une attention sur la nature, ses éléments et ses cycles. Il s'agit, par exemple, de toucher la terre, de la sentir, de la travailler et ainsi de déconnecter de l'urbain, c'est-à-dire d'un rythme accéléré ou de se ressourcer de certaines pollutions, comme par exemple les bruits. Il s'agit également de faire connexion à une communauté par le travail collectif de la terre, par la construction d'un projet commun. Habiter les sols implique donc les connaître, mais aussi de faire face par différents types de difficultés au moment de travailler ces sols. Pardon, là je me suis embrouillée. Ce que je voulais dire, c'est qu'habiter les sols implique aussi, au-delà de connaître ces sols, de faire face à différentes difficultés. Et donc, quel type de difficultés les jardiniers ils trouvent le moment de créer ces jardins? Et là, je voulais vous illustrer ça justement avec cette photo-ci. Donc, c'est une photo d'un jardin tout au début de sa construction. Donc, quel type de difficultés ces jardiniers ils ont trouvé? Ils ont trouvé un espace, donc il s'agissait d'un espace dans lequel il y avait des logements insalubres. Dans les moments que les jardiniers ils ont pu s'investir dans cet espace, ils ont récupéré un terrain avec beaucoup des encombrés qu'ils ont dû retirer, mais en même temps un sol très tassé, très difficile de travailler. Donc, d'une part, ils ont dû faire tout un travail pour remuer
la terre, mais aussi ils ont dû faire un travail, ils ont dû apporter du sol. Donc on peut regarder par exemple certaines parcelles dans lesquelles ils ont ajouté du sol. Ils ont dû aussi, au fil des années, donc c'est un jardin qui a été créé en 2008 et qui malheureusement a été détruite en 2016, mais au fil de temps dans lequel les jardiniers ils ont cultivé ces jardins, ils ont dû les nourrir par différents types de pratiques, donc par exemple par l'apport des matières organiques et issues du compostage qu'ils menaient aussi dans les jardins, mais aussi par le recyclage des sapins de Noël, par exemple, pour apporter aussi des ressources en carbone. Et ces deux exemples, ces photos de votre droite, dont l'initiative de compostage des matières organiques a été développée dans les jardins, mais aussi l'initiative de recyclage des sapins de Noël qui a été développée par les jardiniers. Et il s'agit de deux initiatives qui ont eu vraiment un succès très important dans cette ville. Et il s'agit de la ville de Pré-Saint-Gervais. Et donc, il y avait des habitants de la ville, parfois qui participaient même pas dans les jardins, qui apportaient leur sapin de Noël ou leur compost au jardin. À tel point que les jardiniers, ils se sont vus rapidement dépassés par la quantité de matières organiques ou des sapins de Noël que les gens ils ont apportés. Donc, dans la photo ici d'en bas, et cette année en particulier, les jardiniers, ils ont dû recycler 5 tonnes de sapins de Noël. Et donc, l'ampleur de ces initiatives a obligé à la municipalité à s'investir aussi avec les jardiniers et les accompagner dans les activités qu'ils sont menées. Donc, dans ces cas en particulier, on peut se permettre de dire que prendre soin de ces sols dans le cas de ces jardins implique aussi de prendre soin de la ville. Donc, ça dépasse cette échelle du jardin, ça va aussi à l'échelle de la ville. Et, pardon, je descends. Donc, deux photos, toujours du même jardin. À votre gauche, vous pouvez observer les débuts de ces jardins et un peu les résultats après 7 ans d'implication de la part de ces jardiniers. Et donc, comme je vous disais, d'un côté, habiter les sols implique les connaître, mais aussi faire face à différents types de difficultés. Donc, dans ces cas, je vous ai mentionné, il s'agissait d'un sol très tassé, mais aussi d'un sol pollué et par les encombres qu'ils ont trouvés, que les jardiniers ont trouvés dans ces jardins. Et donc, il y a un investissement de la part des jardiniers pour s'occuper de ces jardins. C'est pour ça qu'on peut parler de cette idée et de prendre soin de cet espace. Et comme a été théorisé par Sandra Loguet ou par Laura Sotemery, pour citer quelques auteurs, on peut mentionner par ces exemples que les jardiniers s'intéressent à prendre soin des sols, à s'impliquer, à manifester une attention, un souci envers lui. Et donc là, comme vous pouvez bien constater, il y a une implication pour répondre à la fragilisation de ces sols, au détriment de ces sols par l'artificialisation qu'il a eu en avant, mais aussi par un abandon. Et donc, à droite, vous pouvez voir les produits d'une implication individuelle et collective pour produire ces jardins. Alors, mettre les sols au centre des préoccupations des jardiniers implique aussi une réflexion pour trouver les pratiques adaptées à chaque contexte, à chaque caractéristique propre au sol. Et c'est comme ça que les jardiniers arrivent à construire ces jardins malgré les multiples difficultés à lesquelles ils se vont confronter. Nous avons observé notamment, par exemple, des cultures en lassagne. Donc, il s'agit ici d'un jardin dans lequel les jardiniers ils avaient vraiment des difficultés à cultiver, car la terre qui a été apportée pour
faire face à la pollution de ces sols. C'était une terre très argileuse et donc c'était très difficile de pouvoir cultiver ces sols. Et donc, une manière de faire face à ces difficultés a été celle de cultiver par les cultures en lassagne, donc faire un apport en matière organique, aussi en matière de carbone, et donc permettre de créer une sorte de microclimat qui va favoriser la culture des plantes. Malgré ce type de pratiques, ils ont été confrontés à la difficulté de voir pousser certaines choses, dont les stratégies que les jardiniers et de ces jardins en particulier ils ont développées, c'était de laisser la fleur spontanée se développer. Donc, pendant les 3 premières années de développement de ces jardins en particulier, ils ont laissé la fleur spontanée s'installer. Et par la suite, à partir de la 3e année, ils ont constaté une évolution des caractéristiques de ces sols et donc ils se sont permis de cultiver d'autres types de choses et, parce que justement les caractéristiques des sols, ils les permettaient. Et on a observé également d'autres types de stratégies, d'autres types de pratiques pour confronter aux difficultés. Donc, par exemple, l'association des cultures ou les cultures en bac pour éviter de cultiver directement sur le plein terre pour justement faire face à la pollution des sols. Et on a constaté des jardiniers qui favorisent la culture de certaines plantes au lieu d'autres. Par exemple, les cultures des plantes non comestibles quand on sait et quand il y a une forte soupçon de pollution des sols, ou de cultiver des plantes qui vont accumulatrices pour essayer de justement extraire les métaux lourds qui peuvent être présentes au sein des jardins. Il nous semble également important de souligner que nos études ont montré qu'habiter les sols, c'est-à-dire avoir un rapport intime, sensible et cognitif à ceux-ci, mais aussi les pratiquer collectivement, permet de développer un attachement et un engagement envers les jardins, mais aussi aux éléments de nature trouvés dans ceux-ci, par exemple les sols, la biodiversité pour certains exemples. Et dans ce sens, cultiver les sols peut être vu comme un symbole des luttes environnementales urbaines. Ici, vous pouvez observer des illustrations des luttes des jardiniers, d'une lutte en particulier des jardiniers qui se sont mobilisés pour éviter l'artificialisation des terrains où où leur jardin était situé. Et ces mobilisations ont été théorisées par différents auteurs comme Nathalie Blanc ou Jean Martinez-Alière comme un environnementalisme ordinaire. Et il me semble très intéressant de constater, et par exemple, dans cette mobilisation, donc il y avait des gens qui se sont mobilisés dans la rue avec des casseroles pour faire un peu de bruit, mais aussi symboliquement, se sont mobilisés avec les composts produits dans ces jardins. Et donc, ils ont offert les fruits de la construction des sols, du recyclage des matières organiques aux habitants pour leur faire part de leur action dans les jardins et pour permettre de nourrir aussi les relations avec les habitants par ce symbole qui est le compost. Également, comme vous pouvez constater dans la photo, dans l'illustration de droite, on voit aussi une mobilisation, une narrative, une construction narrative dans laquelle les gens, ils soulignent les dangers constants auxquels les jardins se vont confronter liés à l'artificialisation des sols. Donc, ce n'est pas nouveau et l'artificialisation est un enjeu majeur auquel les sols des jardins doivent faire face dans l'actualité. Mais ça qui nous semble pas très nouveau est la manière dans laquelle cette minéralisation est en train de se faire en valorisant, malgré la disparition des jardins en pleine terre, la réalisation des jardins sur les toits. Donc, pour illustrer cette idée, je vous montre la photo d'un jardin partagé aussi à Paris, dans le 20e arrondissement, un jardin, les jardins solidaires, qui était un des premiers jardins partagés créé à Paris, qui a disparu. À sa place, un gymnase a été construit et sur la toiture de cet gymnase, un jardin d'insertion a été construit. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la question environnementale, l'intérêt porté au sol et à la biodiversité ou à la nature en sens large,
est une question d'actualité. Donc, suivant les programmes d'aménagement que se réalisent, essaye quand même de donner une place à la nature, mais ça soulève d'autres types de débats, d'autres types de questionnements. Donc, par exemple, une des choses, un des facteurs qui ont été mis en avant de la part des acteurs qui étaient impliqués au début de ces jardins, c'est la différence entre la possibilité de cultiver en plein terre et soit un jardin qui donne directement à la rue, donc visible à tout le monde, et construire et cultiver dans un jardin qui est sur une toiture, donc invisible aux gens qui ne savent pas que ces jardins se trouvent dans la toiture, et qui ne permet pas une culture en plein terre. Donc, on peut se poser la question, on peut lancer une hypothèse sur la connexion possible ou pas au sol quand celui-là il s'est fait dans des infrastructures un peu qui isolent la pratique des jardinages. Donc, ces enjeux d'aménagement ne sont pas propres au jardin partagé. Et là, je vous mets une photo d'un jardin ouvrier, les jardins ouvriers d'Aubervilliers, et qui sont aussi en risque de disparition, en tout cas une bonne partie de ces jardins, car il y a un projet actuel d'aménagement et donc des constructions d'un solarium et d'une piscine pour les Jeux olympiques. Et donc, ça a déclenché une mobilisation importante de la part des jardiniers investis dans ces jardins, mais aussi des habitantes qui soutiennent les activités qui se font dans ces jardins et qui veulent qui exige aux municipalités et garder les peu d'accès au plein terre que les habitants de la Seine-Saint-Denis, une des départements les plus minéraux qu'on trouve en Île-de-France, ont. Et les sols sont aussi au centre des préoccupations d'autres types d'acteurs, comme les agriculteurs urbains, mais aussi des chercheurs et des collectivités et des structures, des structures de recherche ou d'autres types d'associations. C'est un peu l'exemple justement du projet qui a été mentionné au départ de notre communication par Germain, donc les projets IPA-UP, et qui cherche à co-construire des pratiques et des savoirs innovantes pour valoriser les sols en Seine-Saint-Denis. Donc, il s'agit d'un projet dans lequel nous voudrons améliorer les connaissances des enjeux liés au sol urbain et plus particulièrement à ceux liés à l'agriculture urbaine sur les sols pollués en Seine-Saint-Denis, justement, un département dans lequel on a une mémoire industrielle très importante, mais aussi une mémoire des pratiques agricoles qui ont pollué par le passé ces territoires. Et donc, il s'agit d'étudier les connaissances et perceptions sur les sols urbains et d'expérimenter des techniques de restauration des sols. Donc, d'un côté, de créer des technosols, mais pas que. Il s'agit aussi de mettre en valeur d'autres types de pratiques de production des sols qui peuvent les aider à les restaurer. Pour conclure, nous voulons souligner le fait que ces initiatives et les rapports au sol qu'elles permettent nous invitent à quelque chose qu'on appelle désurbaniser l'imaginaire. C'est-à-dire faire face à un seul paysage, ou en tout cas un paysage dominant, une manière dominante d'urbaniser les villes, donc qui est celle de minéraliser ces villes. Et donc, ça nous invite à réinventer, à expérimenter de nouvelles formes, de nouvelles manières de nous relier au sol, mais aussi, et de manière plus large, à la nature en ville. Donc, c'était un peu l'objectif de citer les initiatives des jardins partagés, mais aussi rapidement les projets IPA-UP, pour illustrer justement cette invitation à désurbaniser nos imaginaires. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez portée à nos interventions et nous sommes ouvertes aux questions.
Merci beaucoup Anna-Christina et merci Germain de cette présentation très riche et ouvrant sur des perspectives fort différentes, plus historiques d'un côté et philosophiques d'ailleurs probablement aussi, et puis peut-être un peu plus contemporaines et peut-être plus terre à terre, je dirais presque. En attendant, je peux poser une question à Anna. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, c'était chaque fois, enfin, sur les différents jardins que tu as présentés, de la terre rapportée, c'est ça? Ils ont pas reconstruit c'est de la terre végétale, c'est ça qui a été amené sur site, mais qui, dans un cas, n'a pas été jugé de suffisamment bonne qualité. Donc, ils ont quand même reconstruit re- un sol, enfin, à partir de techniques de permaculture par-dessus, c'est ça? Ce n'est pas systématique l'apport des terres extérieures, et, parce que c'est quelque chose de très coûteux quand même. Mais suivant, c'est un coût qui est pris par les municipalités. Donc, dans certains cas, les municipalités, quand les terres, ils portent un soupçon très fort de pollution, suivant, c'est à ce moment-là que les municipalités, ils apportent de la terre. Et en effet, suivant ces terres-là, qu'on n'a pas réussi à savoir d'où ils proviennent, c'est suivant des terres très argileuses, donc très difficiles à cultiver. Et c'est pour cela que les jardiniers, ils essayent de produire une terre de meilleure qualité par en ajoutant de la matière organique. Et c'est la même façon de faire qu'ont d'autres jardiniers quand ils se trouvent avec des terres peut-être pas apportées, mais de mauvaise qualité. Systématiquement, ils essayent de nourrir ces terres par l'apport de compost, des matières organiques autres ou par différents types de pratiques comme celles que je vous ai citées. Ok, merci. Bonsoir. Du coup, j'ai une petite question aussi. Donc déjà, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. Et du coup, ce serait peut-être plus pour Ah, on vous entend plus. On vous a perdu, Monsieur Gaulier. Ah, il revient. Il Ah, faut recommencer. mon micro se coupe tout seul, désolé. Oui, ça arrive avec BBB. Ah, alors du coup, oui, je voulais savoir si au niveau de la ville de Paris ou plus généralement peut-être de l'Île-de-France, est-ce que tous les projets, on va dire, de jardins partagés, est-ce qu'ils sont poussés par la ville ou est-ce que c'est pas encore valorisé peut-être à sa juste valeur encore? Donc, si je comprends bien votre question, en fait, il y a les deux cas. Il y a beaucoup de jardins partagés qui sont créés par des citoyens, donc qui partent d'une action bottom-up. Mais il y a de plus en plus une envie de la municipalité aussi d'accompagner la création de ces projets. Donc, il y a beaucoup d'initiatives de jardins partagés qui sont créées par la municipalité, donc plutôt d'AP vers les bottons. Et donc, il y a une reconnaissance de la part des municipalités en Île-de-France en général, parce qu'il n'y a pas que la ville de Paris qui a développé des initiatives de jardins partagés. C'est pareil les cas de Montreuil, d'Aubervilliers et des Pantins, de la ville des Pantins, donc des différentes municipalités. Donc, il y a une reconnaissance. Après, une question qui est toujours, qui se pose toujours, c'est la question de la pérennisation de ces initiatives. Et suivant ces initiatives, ils sont confrontés à une manière d'aménager la ville, un modèle d'aménagement qui est celle de l'urbanisme transitoire, donc permettre aux jardiniers de développer ce type d'initiatives que pour un temps
déterminé en attendant qu'un autre projet d'aménagement soit réalisé. Donc, c'est par exemple le cas des bâtiments, des immeubles, des gymnases ou la piscine, des solariums. Donc, c'est une sorte les peu de terrains vacants accessibles pour les habitants dans lesquels ces initiatives se réalisent sont suivant des terrains qui vont par la suite permettre le développement des infrastructures. Donc, il y a même s'il y a une valorisation, en tout cas dans les discours, dans la narrative qui est mobilisée par les municipalités, et on constate quand même il n'y a pas de politique publique qui favorise la pérennisation de ce type d'espace. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que de la part de la municipalité, là je vous parle exclusivement de Paris, et de plus en plus, une manière de pérenniser cet espace est devenue la possibilité, dans l'intérieur des jardins publics, de créer certaines parcelles pour les jardins partagés. Et comme il s'agit des jardins publics, là, on a une certaine assurance, on est plus ou moins sûr que ces jardins ils vont pas être détruits, qu'ils vont être conservés. Je sais pas, Germain, si... Non, mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve intéressant cette politique d'urbanisme transitoire, effectivement, qui est quand même une marque pas seulement de la manière dont on ouvre des espaces à l'agriculture